Allez. Et là, ça marche, il y a vraiment du monde. Il paraît qu'on se revoit en petit comité avec EDF chez tout. Elisabeth a fixé la date, ouais. Je ne sais plus, début novembre. Ouais, oui, c'est début novembre. Allez. On nous a dit qu'il fallait tenir l'heure. C'est important de tenir l'heure exacte, surtout quand on se projette à 2050. Alors, on pense que tous les gens qui attendent dehors dans les autres salles sont peut-être pas au courant de cette conférence. On ne désespère pas de les voir arriver. Donc, on va vous parler d'une prospective sur les bâtiments de demain, Alban et moi, donc dans un duo ADEME-CSTB. Ne vous attendez pas. Alors, par rapport aux autres conférences, on se met vraiment sur l'échelle 2050. Vous voyez que dans les autres conférences, on est beaucoup à on veut aller vers 2050, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là, ce qu'on va vous présenter un peu, c'est un travail collectif qui a été fait pour essayer de se projeter, non pas sur prédire 2050. La prospective, ce n'est pas jouer Madame Soleil et prédire l'avenir, mais en revanche, essayer d'imaginer ce que pourraient être des futurs possibles à 2050 pour pouvoir s'y préparer. Alors, quand on essaie de se projeter dans l'avenir, la première chose qu'on fait, c'est de se tourner vers le passé. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que pour pouvoir s'adapter aux évolutions qui ont été très importantes, on a eu par exemple, dans les 30 dernières années, une croissance démographique, une tendance à aller vers les métropoles, un développement technologique extrêmement important, une tertiarisation de la société. Pour s'adapter à ces changements, on a fait jouer plusieurs leviers d'adaptation. On a fait de la construction neuve, on a plutôt beaucoup construit, on a fait de la rénovation, on a fait des changements d'usage. Il y a aussi des choses qui ont bougé. On a été de moins en moins nombreux dans les ménages et les surfaces par personne ont fortement augmenté. Alors, la question qu'on se pose, c'est de se dire qu'on est au moment de mutation d'ampleur et d'essayer de réfléchir à comment les acteurs du bâtiment vont faire que les bâtiments pourront s'adapter ou pas aux besoins de demain. Avec un élément essentiel, c'est bien sûr les gens, les habitants, les gens qui vivront en 2050. Alors, l'avenir est très incertain. Il y a néanmoins deux tendances lourdes, deux certitudes à 2050. La première, c'est le vieillissement de la population. On sait qu'à 2050, le nombre de personnes de plus de 75 ans va doubler. Il est aujourd'hui de 6 millions, il passera à 12 millions. Et ce phénomène peut avoir des impacts importants sur l'immobilier, sur les lieux de vie, sur les ressources économiques des ménages, sur la façon dont les logements vont être équipés, adaptés, etc. Et puis même au-delà, en termes d'organisation de la vie économique. Donc première tendance lourde à 2050, le vieillissement de la population. Deuxième tendance lourde, la multiplication et le cumul de crises systémiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle une crise systémique? C'est une crise qui a des impacts sur l'ensemble des dimensions de la société. On vous en a mis certaines ici. Alors la photo, vous la reconnaissez tous. Mais il y a le changement climatique, la perte de la biodiversité, les enjeux géopolitiques, etc. Ce qu'on est sûr à 2050, c'est que ces crises vont se multiplier, vont se cumuler. La façon dont on va le gérer, par contre, est incertaine, mais la multiplication et le cumul des crises est une tendance lourde à 2050. Voilà donc deux tendances lourdes. Tout le reste est incertain. Alors, quand tout le reste est incertain, c'est compliqué parce que ça veut dire que le futur pourrait partir dans plein de directions différentes. Ce qu'on a fait avec le comité de prospective avec lequel on a travaillé sur la dernière année, c'est d'essayer d'organiser un petit peu la réflexion pour que, certes, le futur est incertain, mais on peut quand même l'appréhender. Et on a identifié un ensemble de variables prospectives qui permet, en fait, par briques, de construire des futurs différents et puis de réussir à projeter des scénarios différents.
On ne va pas toutes les faire aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais on vous montrera le site internet sur lequel vous pouvez trouver toute cette information à la fin. Sachez néanmoins qu'il y a à peu près 4 grands domaines dans lesquels on peut identifier ces variables. Donc ces variables qui vont avoir un impact sur l'avenir du bâtiment et de l'immobilier, mais dont l'évolution est incertaine. Premier ensemble, le contexte. On va y revenir dans un instant. C'est-à-dire le contexte, c'est tout ce qui s'impose aux acteurs du bâtiment et de l'immobilier, les choses sur lesquelles finalement on a peu de prise, mais avec lesquelles on va devoir composer. Et puis vous avez 3 autres ensembles qui sont plutôt des ensembles internes au bâtiment et l'immobilier. La demande qui est adressée à ce bâtiment, avec comment est-ce qu'on va occuper les logements, comment on va occuper les locaux tertiaires, comment est-ce qu'on va financer le bâtiment, etc. L'offre, comment est-ce que la filière va s'organiser, quel type de main-d'œuvre on aura, quelle va être l'évolution des services immobiliers, etc. Et puis, entre l'offre et la demande, la régulation, les politiques, avec les politiques environnementales, les politiques du logement, les politiques d'urbanisme, etc. Alors, on va commencer par le contexte. Le contexte, c'est pas le bâtiment. C'est ce qu'il y a autour, les choses auxquelles on ne peut pas grand-chose quand on travaille dans le bâtiment, mais qui vont impacter fortement notre activité. Alors, vous voyez, sur le contexte, on a pris en compte 6 choses. La démographie, la répartition à l'échelle nationale et à l'échelle locale, la place du numérique, les ressources économiques du ménage et les risques systémiques. Alors, quelles opportunités et quelles contraintes ce contexte représentera-t-il pour les acteurs du bâtiment et de l'immobilier? Alors, on va regarder 4 de ces éléments. Premier élément, la démographie. La démographie, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a une croissance démographique régulière. Et ça a été un moteur important pour ce qui est des besoins de construction. La question ne se pose pas de savoir ce que vont devenir les personnes les plus âgées. On sait que les gens qui ont plus de 75 ans vont augmenter fortement parce que c'est les baby-boomers qui vont passer dans cette tranche d'âge. Mais est-ce que vous savez que déjà depuis plusieurs années, la population des moins de 65 ans diminue en France? Alors quand on regarde les projections que fait l'INSEE, elle a fait en 2013 des projections sur ce que pourrait être la démographie, et elle avait fait 3 hypothèses. Une hypothèse haute, où ça allait continuer à croître à peu près comme ça a cru maintenant. Ça veut dire notamment qu'il y aurait une immigration relativement forte. Une hypothèse intermédiaire, où la croissance serait un tiers plus basse que ce qu'elle était jusqu'à aujourd'hui, et une hypothèse basse, où à 2050, on arrivait à une stabilisation de la population. Ça, c'était en 2013. Aujourd'hui, 8 ans après, on peut regarder où on en est. On est plus bas qu'à la plus basse des hypothèses. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de certitude. On pourrait avoir une augmentation forte de la population. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne avec les problèmes en Syrie. C'est tout à fait possible. Mais l'hypothèse de stabilisation est aussi pas à exclure du tout, et c'est pas la même histoire pour le secteur du bâtiment. Deuxième chose, la répartition à l'échelle nationale. On pourrait avoir une continuation de ce qui s'est passé ces derniers temps, qui était plutôt une métropolisation. On est plutôt allé vers les métropoles et en périphérie des métropoles. Mais la crise du Covid nous montre que d'autres hypothèses, notamment des hypothèses de plus grande répartition sur les territoires, facilitées notamment par le numérique, ne sont pas du tout à exclure. Sur les risques systémiques, la question qui se pose, c'est pas de savoir s'il y aura des risques, mais comment on les gérera. Est-ce qu'on réussira à bien les gérer, ou est-ce qu'on va avoir une nécessité de s'adapter à ces risques et qui va nous prendre beaucoup d'énergie, mais qu'on réussira à maîtriser, ou est-ce qu'éventuellement on va laisser filer certains risques et on ne réussira pas à les maîtriser et on sera affaibli par ces risques systémiques. Ces 3 hypothèses se posent. Sur le numérique, première idée, le numérique continue à triompher et à bouleverser nos vies telles qu'il le fait aujourd'hui, avec une place prise notamment par les grands du numérique qui pourrait être très dominante. Deuxième hypothèse, un numérique qui soit plus responsable, avec un équilibre entre les acteurs de l'offre, les acteurs étatiques, la protection des données,
etc. Donc un numérique peut-être plus responsable. Troisième hypothèse, certains n'excluent pas qu'on puisse avoir des cas où le numérique soit amené à reculer. Des hypothèses type des éruptions solaires, ou un rejet par rapport à certains travers du numérique pourrait amener des reculs. Donc voilà ce qu'on a fait pour ces variables d'environnement, mais également pour toutes les variables. On a essayé de définir pour chacune 3 ou 4 scénarios possibles. Quand vous combinez ça ensemble, c'est extrêmement riche, mais ça vous amène à 1000 milliards de possibilités, ce qui montre que l'avenir n'est pas écrit. Alors, du coup, Jean-Christophe vous a montré que le contexte peut partir dans des directions très différentes. Et la question, du coup, c'est comment est-ce que les acteurs du bâtiment et de l'immobilier vont s'adapter à ce contexte, quel que soit le contexte. Donc, vous avez ici les variables qu'on a déterminées comme étant les variables plus internes au secteur du bâtiment et de l'immobilier. Vous voyez comment on réfléchit, on regarde comment une variable évolue et on se dit comment est-ce qu'elle pourrait évoluer dans le futur. Et puis, il y a des combinaisons de variables qui sont plus faciles à faire et ça commence à déterminer des scénarios différents qu'on pourrait imaginer à 2050. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas vous présenter ces scénarios. Pour ça, on vous donne rendez-vous fin novembre. Enfin, en novembre, la date arrive. Par contre, ce qu'on va faire, c'est vous montrer que, en tirant quelques variables clés, on arrive déjà à dessiner des futurs très différents. Donc, rien que l'analyse des variables peut vous permettre déjà de réfléchir à des futurs très différents. Alors, comment ? Démonstration. Si on prend par exemple l'évolution du rapport à la propriété, on sait que les Français sont propriétaires. Néanmoins, est-ce que demain, les Français continueront à être propriétaires ? On voit apparaître des nouvelles solutions de propriété, des nouveaux services aussi qui permettent de louer de façon les co-living, etc., qui permettent finalement d'occuper un espace, mais de façon, c'est pas de la location classique, c'est pas de la propriété classique, etc. Comment le rapport à la propriété va évoluer ? Et en corollaire, quelle évolution des services immobiliers à 2050 ? On a eu énormément de services immobiliers qui se sont développés sur ces dernières années, des services assez traditionnels d'appui à la transaction immobilière, etc. Et puis on voit se développer tous les services finalement d'aide aux exploitants. Le co-living, c'est un nouveau type de service immobilier. C'est à la fois un service à l'occupant et puis au propriétaire du bâtiment. On lui propose de faire autre chose avec son bâtiment. Est-ce que une évolution conjointe du rapport à la propriété des services immobiliers pourrait pas dessiner quelque chose qui serait le bâtiment comme un service, où finalement, au lieu d'être propriétaire de son bâtiment, on accéderait à un service qui correspondrait à son cycle de vie. On est jeune actif, on va plutôt aller dans du co-living, et puis au fur et à mesure qu'on se marie, on divorce, etc., on devient plus vieux, finalement on peut accéder à des services différents. Alors sur ce rapport à la propriété, ça peut être un choix, parce qu'on préfère ne pas être propriétaire, ça peut être aussi une obligation, parce que vu le coût du logement, devenir propriétaire devient extrêmement difficile. C'est important de voir qu'en Europe, si vous comparez la France et l'Allemagne, en Allemagne, il y a beaucoup plus de locataires qu'en France. Et ça peut emmener à des choses sur les mouvements dans les logements. Le fait qu'on change, qu'on adapte le logement à son besoin du moment, qui sont différents. Quand on est propriétaire, on a plus tendance à rester dans le logement qu'on avait avant. Quand on est locataire, on a peut-être plus tendance à adapter le logement, à changer de logement quand on change d'étape de vie, typiquement. Donc vous voyez bien qu'une combinaison d'hypothèses de ce type-là serait assez probable dans un scénario métropolitain, que Jean-Christophe a évoqué tout à l'heure, où les prix de l'immobilier montent, et donc du coup il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire. On peut imaginer des constellations différentes. On peut imaginer aussi quelque chose qui se joue sur le lien entre politique environnementale et secteur du bâtiment. On peut imaginer, par exemple, des enjeux environnementaux, celui de la transition, le zéro artificialisation nette, etc., qui deviennent de plus en plus prégnants, mais un secteur du bâtiment qui peine
à évoluer aussi rapidement que le nécessiteraient les enjeux, avec des enjeux au niveau de la main-d'œuvre dont on sait qu'elle est vieillissante, et des enjeux de renouvellement de cette main-d'œuvre qui n'arrivent pas à s'opérer, des enjeux d'organisation de la filière dont on sait que la productivité dans le secteur du bâtiment a tendance à progresser moins vite que dans d'autres secteurs. Donc, finalement, un rythme d'évolution du secteur du bâtiment et de l'immobilier qui finalement peine à rencontrer le rythme des enjeux. Et on peut donc imaginer un scénario qui s'articule autour d'une difficulté à finalement gérer l'ensemble des enjeux auxquels le bâtiment est confronté. Ça, ce serait par exemple un autre scénario que vous voyez est très différent d'un scénario du bâtiment comme service, où finalement le bâtiment se réorganise rapidement pour gérer les enjeux de la métropolisation. Typiquement, dans ce scénario, vous voyez qu'on annonce des enjeux à 2050. On doit faire ça à 2050. Mais est-ce qu'on va réussir à le faire à 2050 ? Ou est-ce qu'on le fera peut-être seulement à 2080 ? Parce qu'on ne réussirait pas à se mobiliser assez vite pour faire ça, et quelles implications ça peut avoir, parce qu'on voit que pour le secteur du bâtiment, les enjeux environnementaux sont clés, mais les enjeux sociaux aussi, les enjeux économiques. Donc cette difficulté à associer ces différents enjeux pourrait conduire à un scénario où le secteur bouge, mais n'atteint pas typiquement des objectifs de neutralité carbone. On pourrait même imaginer qu'en termes de politique environnementale, finalement les choses soient peu efficaces, et que du coup on est d'une politique environnementale qui cherche pour le moment l'atténuation des impacts environnementaux, on bascule vers des politiques d'adaptation aux enjeux environnementaux, au changement climatique, à la perte de la biodiversité, etc. On peut même imaginer que cette politique, finalement, quelque part, son manque d'efficacité acte une perte de la légitimité de l'action collective vis-à-vis des enjeux, et finalement provoque de la part des acteurs plutôt une recherche de stratégies individuelle de réaction face aux crises. Et on peut le voir par exemple sur certains projets de bâtiments autonomes ou de quartiers autonomes, où finalement le bâtiment va essayer de se couper quelque part, de se protéger de son environnement en essayant d'assurer un maximum de fonctions sur place, dans le quartier, sur le bâtiment, pour pouvoir, comme stratégie finalement, de résilience face aux crises. Donc vous voyez, il y aura encore autre chose qui pourrait se développer par là. On pourrait avoir dans ce scénario-là à la fois des gens qui réussissent à faire ça, cette autonomie, capter les matériaux dont ils ont besoin, et puis d'autres qui constatent qu'il y a une pénurie de bois, il y a une pénurie de choses, et qui, eux, ont beaucoup moins. Et puis on pourrait aussi avoir, là on vous a parlé de synergie peut-être plus compliquée, mais il peut y avoir aussi une synergie positive entre une politique environnementale qui met l'accent par exemple sur la rénovation et qui réussit à faire lever le mouvement de rénovation, qui entraîne du coup un secteur du bâtiment avec une main-d'œuvre qui finalement le secteur redevient attractif, réussit à former, à recruter sa main-d'œuvre à un niveau nécessaire pour répondre à l'enjeu de rénovation, une filière de la rénovation et de la construction qui se réorganise pour gagner en productivité, et vous voyez que là, on peut avoir des synergies positives. Alors, si on regarde ce dernier scénario, on le voit dans la période Covid, un bâtiment qui va plutôt bien, et par rapport à d'autres secteurs qui se posent des questions existentielles sur ce qu'ils vont devenir, on peut dire qu'aller dans le bâtiment, ça a peut-être plus de sens. Les ingénieurs du bâtiment se posent peu de questions sur le sens de leur métier. Les ingénieurs de l'aéronautique s'en posent plus. Donc vous voyez, avec quelques variables clés, on peut dessiner des scénarios qui sont très différents pour l'avenir des filières. On vous en a brossé quelques-unes aujourd'hui. L'idée, c'est de vous donner rendez-vous au mois de novembre, où on vous présentera l'ensemble des scénarios, avec l'idée qu'on a élaboré avec les membres du comité de prospective que vous voyez sur l'écran, et avec l'appui des partenaires que vous voyez sur l'écran également, on a élaboré des scénarios, mais également tout ce matériau sur les variables qu'on vous a présentées
qui sont une boîte à outils si vous-même, vous voulez élaborer vos propres scénarios ou vous faire surprendre. Vous prenez une variable, vous dites, et si le financement de l'immobilier change demain ? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon activité? Et si les matériaux de construction partent dans un sens complètement différent que celui qui me semble le plus positif pour mon activité? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je dois me réorganiser, etc. Du coup, sera mis à disposition, vous avez d'ores et déjà sur le site batimentdemain.fr l'ensemble de l'analyse des variables. Donc vous pouvez regarder en fait les incertitudes, les hypothèses clés à 2050 et commencer à vous questionner sur et si demain la propriété c'est plus la même chose, etc. Et puis rendez-vous au mois de novembre pour vous présenter les scénarios qui seront finalement 4 visions très contrastées de l'avenir pour vous questionner et regarder comment votre activité peut se positionner dans ces scénarios différents. Si vous voulez suivre ces étapes suivantes, on vous invite à vous inscrire sur le site. Vous laissez vos coordonnées, comme ça on vous contactera au moment où on fera la publication des scénarios. Merci à vous. La parole est à vous. Quelles questions cela vous évoque-t-il ? La première question de la journée, c'est toujours la plus dure. Est-ce qu'il y a une des variables qu'on a regardées sur lesquelles vous voudriez avoir plus de détails ou plus de... Vas-y. Est-ce que vous intégrez la disponibilité énergétique dans vos scénarios? Bonjour. Est-ce que vous intégrez la disponibilité énergétique dans vos scénarios à 2050 ? Par exemple, énergie fossile et gaz, etc. On n'a pas fait un axe spécifique sur l'énergie parce qu'on a fait un axe sur toutes les ressources pour les bâtiments en disant qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va plutôt aller vers de la technologie? Est-ce qu'on va avoir une technologisation, vous voyez, qui peut conduire à des visions très je vais avoir des ressources énergétiques nouvelles en m'appuyant sur des technos hyper fortes, et un scénario plus frugal, qui sont un peu deux hypothèses. On ne l'a pas fait spécialement sur l'énergie, on l'a fait sur les ressources pour le bâtiment. On avait un grand débat au début dans le comité de prospective où on avait 15 personnes de cultures très différentes. Il y avait des énergéticiens, il y avait des sociologues, des historiens, des gens qui s'occupent de politique. Les énergéticiens au début disaient il faut vraiment avoir l'énergie comme un élément clé. Et finalement, on a plutôt mis les aspects politiques environnementaux pour pouvoir porter à la fois des aspects énergie, mais on pense que typiquement en 2050, les sujets de biodiversité peuvent être extrêmement importants. Sur le secteur du bâtiment, le sujet du zéro artificialisation, de l'artificialisation peut être aussi important, donc on les a regroupés dans ces paquets-là. Donc un aspect sur les ressources, les matières, et puis un aspect sur les politiques environnementales. Avec une question clé qui est justement de quelles ressources est-ce qu'on va disposer et comment on va pouvoir s'adapter aux ressources disponibles. On voit quand même il y avait aussi une autre variable, c'est l'interaction entre le bâtiment et son environnement, où on voit que on a eu une tendance. La tendance a été de dire ce qui est efficace, c'est d'être spécialisé. On a fait des quartiers de logement, des quartiers de bureaux, des zones commerciales. Mais on a fait aussi, sur le plan énergétique, des gros systèmes énergétiques qui diffusaient partout. Ça a été un peu la tendance. Et on se demande si on continuera dans cette tendance ou si on pourrait avoir une tendance qui dise finalement à rapprocher les choses plus localement a des avantages, que ce soit en termes de type de bâtiment, en mixant des bâtiments, le principe de la ville du quart d'heure, on voit qu'on peut avoir des synergies qui se mettent en place, mais ça peut être aussi dans le cas des énergies et des ressources énergétiques locales,
que ce soit pour capter du renouvelable, mais aussi par exemple pour récupérer l'énergie des data centers. C'est plus facile si vous l'avez en pleine ville que si vous l'avez extrêmement loin. Donc cette question de est-ce qu'on cherchera plutôt des choses où localement on aura des optimisations qui se feront par des synergies locales, ou est-ce qu'on sera plutôt sur des visions beaucoup plus segmentées, où on spécialise chaque chose, ce qui peut se traduire par le fait que toutes les chaussettes du monde sont faites dans 3 villes chinoises. Autre question ? On va faire un petit test. Combien d'entre vous avez déjà entendu parler de cette démarche prospective, Imaginons ensemble les bâtiments de demain? Ok, donc ça commence. Donc n'hésitez pas pour les autres à la suivre. On a mis un mot-clé bâtiment de demain, à la fois qui est le nom du site web, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on publie, et Vincent qui est là publie toutes les semaines les infos sur un des facteurs clés, ce qui vous permet de pouvoir suivre ça. Et puis rendez-vous donc en novembre pour la publication des scénarios. Autre chose, si ça vous intéresse, on est en train de regarder comment on va décliner ces scénarios pour des problèmes particuliers d'entreprises, d'acteurs, de syndicats professionnels qui souhaiteraient pouvoir analyser comment ces visions prospectives peuvent avoir un impact pour elles. Vous voyez sur la liste, vous avez à gauche la liste des membres du comité de prospective qui ont travaillé à Institut Personnet pour nous aider à faire ça. Et puis vous avez à droite la liste des partenaires qui ont soutenu cette démarche parce qu'ils sont intéressés à regarder ce que pourraient être ces avenirs possibles et surtout à le faire ensemble, parce que chacun de son côté, on a des éléments de réflexion, mais collectivement c'est plus riche. Et vous voyez la diversité des gens, puisqu'on a un peu toute la filière. Des aménageurs, des constructeurs, des foncières, des industriels, des énergéticiens, donc une grande variété d'acteurs qui sont intéressés par ces sujets. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. Et notamment si la question de comment est-ce que ces scénarios se traduisent en termes de neutralité carbone ou de contribution du secteur bâtiment à la neutralité carbone en 2050, rendez-vous pour le coup le 28 octobre pour la publication des scénarios de l'ADEME. Une question ici ? Simplement une petite question pour partager avec l'ensemble des auditeurs et participants. Pourquoi l'ADEME et le CSTB se sont-ils mobilisés sur ce sujet aujourd'hui ? Merci. Côté CSTB, c'est relativement simple. Le motto du CSTB, quand vous faisiez marquer CSTB, en dessous, il y a marqué le futur en construction. Et donc, c'est une vision classique du CSTB, d'essayer de se dire, à la fois, on est avec les acteurs sur des choses très court terme, mais aussi sur des aspects un peu plus moyen terme. Et puis, éclairer le long terme, ça peut nous aider à bien comprendre ce qu'on est en train de faire et à se dire vers quel avenir on a envie d'aller. Côté ADEME, l'idée c'était qu'on est donc une agence qui s'intéresse à l'environnement, à la neutralité carbone à 2050. Et finalement, quand on construit des scénarios à 2050 qui sont neutralité carbone, on risque de passer à côté des mécaniques propres au secteur du bâtiment et l'immobilier. Si on s'intéresse à la neutralité carbone mais qu'on ne regarde pas le rapport à la propriété, les mécanismes de financement de l'immobilier, etc., on risque de faire des scénarios très peu réalistes. Donc l'idée de travailler avec le CSTB et d'élargir la focale, c'était aussi d'améliorer finalement la façon dont on peut articuler la neutralité carbone à 2050. Et quand on a décidé de le faire ensemble, on a décidé aussi de le faire avec plein d'autres gens. Ce qui est une des forces de l'étude, c'est de justement que ce ne soit pas que le CSTB et l'ADEME. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et à 2050.